Radio Kapi, grand témoin. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alain Irong Mouchige et c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ce rendez-vous de grands témoins. Et aujourd'hui, grand témoin a l'honneur de recevoir Dr Silas Makangu. Il est consultant en leadership et management. Il dirige International Leadership Institute, qui est une structure de formation et d'encadrement en leadership. Il est également professeur à l'Université pédagogique nationale, docteur en géopolitique et relations internationales. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont Bâtisseur des nations. Il enseigne également à l'école de guerre des forces armées de la République démocratique du Congo. Dr Silas Makangu, professeur Silas Makangu, est également pasteur, homme d'église. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Professeur Silas Makangu, professeur Dr Silas Makangu, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que je préfère? Eh bien, j'aime bien docteur. Docteur. Voilà. Et bon, docteur Silas Makangu, bonjour. Bonjour Alain. Comment allez-vous? Oui, nous allons très bien. Dieu nous fait grâce, ça va. On tient le coup. Soyez le bienvenu. Ça, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici. Et comme d'habitude, dans cette émission, nous recevons beaucoup d'invités qui ont plusieurs casquettes. Et vous en avez également beaucoup. On va essayer de les scruter une à une progressivement. Commençons par consultant en leadership et management. Vous dirigez International Leadership Institute. C'est quoi cette structure? Eh bien, c'est une structure que nous avons mise en place comme cadre de formation, d'équipement, mais aussi d'accompagnement, créée dans le but d'accompagner les structures, mais aussi les personnalités qui estimaient avoir un besoin d'accompagnement, question de renforcer leur leadership. Il faut dire ici qu'après avoir été sollicités auprès des entreprises publiques et privées, nous nous sommes très vite rendus compte que les besoins étaient réels, les besoins étaient pressants, et en lieu et place d'avoir simplement des conférences qu'on organisait de manière sporadique, il était donc important de mettre en place une structure qui serait permanente, une structure vers laquelle ceux-là qui ont besoin d'accroître, de développer leur sens de leadership viendraient pour pouvoir acquérir les compétences requises. Et donc, l'International Leadership Institute fonctionne sous des axes. Premier axe, c'est que nous fonctionnons avec les structures ou les organisations ecclésiastiques, entrepreneuriales, dans le monde privé comme dans le monde public. Nous travaillons avec certaines firmes internationales, surtout dans le domaine de la télécommunication, où nous sommes consultants permanents. À chaque fois qu'il y a un besoin nécessaire en termes de renforcement des capacités de leurs cadres et de leurs agents, nous allons. Mais aussi, le deuxième axe, c'est cet axe du B2B. C'est-à-dire où nous travaillons avec des personnalités, mais de manière individuelle. Vous savez, Alain, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'au-delà du fardeau qu'ils portent, au-delà de l'ambition ou de la vision qu'ils sont en train de caresser, ils ont quand même cette difficulté de faire comprendre aux autres quelle était leur vision. Certains même ont un fardeau, mais n'ont pas réussi à transformer ce fardeau en vision. C'est-à-dire, je vais voir le bien-être de ma population, mais il ne s'est pas donné un contenu à ce bien-être. Qu'est-ce qu'est un bien-être et qu'est-ce qu'un bien-être n'est pas? Et notre travail consiste à les aider à circonscrire leur vision, à les aider à les saucissonner ou encore à les segmenter. Question de savoir par où commencer, quelle est la première étape et quelle sera l'étape suivante. Question aussi de les aider à recruter autour d'eux
de collaborateurs. Comme nous disons qu'il n'y a pas de vision sans provision. Et la première dimension de la provision, c'est d'abord la provision humaine. C'est la nature ou la qualité du personnel qui vous entoure et qui vous accompagne dans la réalisation de votre vision. Nous leur aidons aussi ces personnalités à pouvoir communiquer en public. C'est une chose d'avoir une idée, c'est une chose d'avoir un message à transmettre, mais c'en est une autre de savoir comment le dire avec des mots simples mais percutants. Pas seulement pour être entendu soi-même, mais aussi pour être compris. Et c'est le travail que nous faisons au sein de International Leadership Institute. Et là, nous accompagnons aussi des personnalités qui, voudraient œuvrer dans le monde politique. Ce qui fait que à chaque fois que les gens ont l'intention de pouvoir briguer tel mandat, que ce soit législatif, national ou bien provincial, il arrive que nous soyons contactés pour les aider dans la constitution de leur équipe de campagne, mais aussi leur construire une architecture pour la communication politique dont ils auront besoin. Parce que les élections ne se gagnent pas parce qu'on est bon ou on a de bonnes intentions. Il faut réussir à séduire son électorat. Deux concepts m'intéressent dans cette casquette qui est la vôtre ici, leadership et management. Commençons par le leadership. En RDC, il y a beaucoup d'écoles de leadership. On entend beaucoup parler de leadership. Qu'est-ce que le leadership n'est pas? Ce que le leadership n'est pas la première position occupée. On n'est pas leader parce qu'on occupe la première position. On peut être un bon leader sans être le number one. Ainsi, vous avez dans l'histoire du monde des gens qui ont changé l'histoire de l'humanité, qui ont affecté positivement leur communauté sans être le numéro un. Mais ils ont réussi, de par l'exemplarité, de par la qualité de la vision qu'ils ont caressée, ils ont réussi à implémenter un changement. Je prendrai un exemple simple, c'est celui de Jésus. Il était rien, tant dans le monde romain que dans le monde juif, israélien. Mais il a réussi, de par sa vision, à faire à ce que l'humanité tout entière soit positivement affectée et transformée par son message. Ça, c'est votre casquette de pasteur qui vous rattrape. Oui, qui me rattrape, mais je peux aussi parler d'un homme comme Simon Kimbangu, lors de l'époque coloniale, un simple catéchèse. Même dans le monde ecclésiastique, c'est nous qui parlons du prophète Kimbangu. Mais à l'époque coloniale, on parlait de lui en tant que catéchèse. C'est-à-dire, c'était une fonction ou un grade parmi les moins élevés dans l'architecture, dans la hiérarchie ecclésiastique. Mais cela ne l'a pas empêché à s'illustrer en grand leader. Je prendrai l'exemple du Mahatma Gandhi. Voyez-vous? Donc, le leadership n'est pas la position. Malheureusement, nous sommes dans une ville, nous sommes dans une société où l'on croit que ceux qui sont à la tête des structures, ceux qui sont à la tête des associations sont forcément les leaders. Le souhait serait que ceux qui sont à la tête soient des leaders. Mais malheureusement, tous ceux qui sont à la tête, majeure partie de ceux qui sont à la tête ne sont pas des leaders. Le leadership n'est pas les titres. D'où un bon leader ne recherche pas d'abord les titres. Il recherche l'impact. Quel impact sa vision exerce sur la communauté, même quand il n'a pas de titre. Parce que on peut influencer sans titre et on ne peut ne pas influencer malgré qu'on ait les titres. Et nous le voyons même dans notre société moderne aujourd'hui. Le leadership n'est pas le fait d'avoir plus de diplômes que les autres. C'est vrai qu'un leader est censé être intelligent, mais le leader n'est pas obligé d'avoir le meilleur diplôme. Parce que l'une des caractéristiques que l'on reconnaît à un véritable leader, c'est lorsque celui-ci est à même d'animer une orchestration, c'est-à-dire une coordination d'intelligence autour de lui. Et que ces intelligences rassemblées autour de lui fassent avancer la vision
qui était la sienne et qu'il a réussi à partager avec les autres. C'est ce que j'appelle même l'intelligence supérieure, c'est-à-dire être capable de coordonner des intelligences qui sont supérieures à la vôtre, sans être intimidé, sans souffrir d'un complexe d'infériorité, sans recourir à la violence, sans chercher à mater ou à démystifier ou à manipuler même. À manipuler ceux qui sont autour de vous, parce que vous avez compris que la pérennité de votre vision repose sur la qualité de l'intelligence qu'il y a, non pas en vous, mais autour de vous. Donc le leader n'est pas obligé d'être le plus intelligent. Le leader est plutôt obligé de travailler avec des intelligences. Ce qui nous amène à comprendre que nous avons négligé beaucoup de personnes. Nous avons négligé leurs conseils et leurs rapports simplement parce qu'ils n'ont pas eu un diplôme universitaire. Or, vous remarquerez aujourd'hui que la plupart de nos nations africaines sont en train de souffrir, sont en train d'agoniser, non pas entre les mains des illettrés, mais plutôt entre les mains des universitaires. Parce qu'il y a un grand écart entre l'acquisition d'un diplôme, qui n'est qu'une présomption de connaissance, et un savoir-faire reconnu à un véritable leader. Et c'est pourquoi même les Quinois, pour les paraphraser, disent que c'est le français qui a détruit ce pays. Oui, parce que ceux qui parlent français, ceux qui manipulent le français, ont cru que le fait de bien parler français, c'était ça l'intelligence. Alors que l'intelligence n'est rien d'autre que la capacité à identifier les problèmes, mais aussi à proposer la meilleure des solutions qui puissent exister pour ces problèmes. Et pour ça, on n'a pas besoin de parler en français. Nos sociétés ancestrales ont survécu, ont traversé des moments difficiles. Et elles ont réussi à survivre, pas parce qu'ils parlaient français, parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas diriger seulement avec le cœur, il faudrait aussi une bonne qualité de tête. Et j'aime dire qu'on ne peut pas prétendre être à la tête si on n'a pas soi-même une tête. Ceux qui sont à la tête doivent avoir d'abord une tête avant de leur donner les bâtons. Malheureusement, nous avons donné les bâtons de commandement à des gens qui n'ont pas seulement de tête, mais qui banalisent la tête, mais aussi qui la diabolisent en disant ceux qui sont trop intelligents sont certainement mystiques, sont certainement sorciers, dangereux. Non. Le danger, c'est plutôt l'absence de la tête. Un ancien président américain, Benjamin Franklin, disait « Si vous pensez que l'éducation coûte beaucoup à notre société, essayons voir ce que nous coûterons l'ignorance. » Donc, il y a ici lieu de comprendre que le leader n'est pas obligé d'avoir les meilleurs diplômes, mais il est obligé d'avoir autour de lui des hommes et des femmes intelligents. Et quand je dis intelligent, vous avez compris certainement que je ne parlais pas de diplôme, parce qu'on peut avoir un diplôme sans être intelligent. Alors, revenons sur la question des titres. Hein. Oui. Vous le savez, ici, chez nous, les titres, il y a des titres pompeux, autorité morale, leader charismatique, sa sainteté, sa seigneurie, le timonier, le guide éclairé, ainsi de suite. Certains observateurs disent que le Congo, la RDC, souffre d'un manque de leadership. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il n'est même pas question de partager, parce qu'il suffit d'observer pour voir que le Congo fonctionne comme un corps sans tête. C'est trop fort. Oui, parce que justement, le leadership, c'est la tête du corps. C'est la tête qui décide de quelle couleur allez-vous marier la chemise, avec quelle couleur de la cravate. C'est le leadership qui décide si vous prenez. C'est la tête qui décide si vous prendrez à gauche ou à droite. C'est la tête qui décide si vous avez commencé par toucher la cuillère ou la fourchette. Et ces prérogatives reconnues à la tête sont les prérogatives du leadership. Alors, lorsque je dis que le Congo fonctionne comme un corps sans tête, c'est depuis toujours. Vous savez que le Congo est né avec une maladie congénitale, c'est-à-dire à la table ronde, plutôt à la conférence de Berlin, fin 1884, début 1885, l'on n'a pas pensé le Congo pour pouvoir fonctionner comme un État normal. Il fallait que le Congo fonctionne comme un bien sans maître, comme une sorte de condominium.
un bien qui appartient à plusieurs personnes. Mais on a confié quand même la gestion au jeune roi belge, le roi Léopold II. Ce qui fait que même quand nous accédons à l'indépendance, nous avons occupé des postes très importants, même au sommet de l'État. Mais cela ne suffisait pas pour prétendre, voyez-vous, pour prétendre que le Congo avait un leadership. Pourquoi? Le leadership est tributaire d'une chose. Le leadership ne vient pas avant, elle vient après une chose. C'est quoi la chose? C'est la vision. Il suffit de poser la question à ceux qui ont dirigé ces pays depuis notre accession à l'indépendance. Quelle a été leur vision? La première génération de nos dirigeants, ils vous diront que la vision, c'était de faire partir les Belges. Faire partir les Belges était bon. À tout prix. À tout prix. Et après? À n'importe quel prix. Et après, pour faire de ces pays quoi? Lorsque le maréchal Mobutu arrive au pouvoir le 24 novembre 1965, lui aussi a une vision. C'est laquelle? C'est de satisfaire d'abord ceux qui l'ont placé là. Jouer le rôle du gendarme qui s'oppose à l'avancement du socialisme en Afrique. Ainsi, on lui donne carte blanche, on lui donne tous les moyens nécessaires pour jouer ce rôle. Là, on est dans le contexte de la guerre froide. On est dans le contexte de la guerre froide. D'où, une fois que cette guerre froide prend fin, après la dislocation du bloc soviétique, après la chute du mur de Berlin, Mobutu ne sert plus à rien. Il y a un changement. Et la conférence, le sommet de Bâle avec la francophonie, Mitterrand dit que tous les États africains devaient se démocratiser. Donc, le génie d'hier est devenu un paria. Il fallait se débarrasser. Voilà pourquoi il dira lui-même comment poignarder dans le dos. Dans le dos. Ce qui signifie que le leadership est tributaire à la vision. Nous aurons de véritables leaders lorsque nous déciderons en tant qu'État ce que nous voulons être différemment des autres États. Parce que je peux faire de coq à l'âne. En géopolitique, le rang qu'occupe un État est lié et déterminé par le rôle que cet État s'est assigné. Vous parliez des autorités qui ont dirigé ce pays. Vous vous êtes arrêté à Mobutu. Oui. Après, il y a Kabila. Après, il y a Comment Kabila. Vous définissez sa vision? Écoutez, déjà Kabila, c'est difficile de lui exiger une quelconque vision. Laurent Désiré. Laurent Désiré. C'est difficile de lui exiger une quelconque vision. Pourquoi? Parce que lorsque, au mois de septembre, je crois, 96, lorsque la ville d'Uvira tombe entre les mains de troupes étrangères, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, eh bien, Kabila n'est pas encore là. Mais dans leur ambition d'avancer jusqu'à Kinshasa, pour cette fois-ci, non pas seulement poursuivre les intérêts, mais faire tomber le régime de Mobutu, ils se rendent compte qu'ils vont faire face à un obstacle. Quel est cet obstacle? C'est qu'ils se retrouvent sur un sol étranger. Donc, ils seront traités d'envahisseurs. Et pour éviter cette qualité d'envahisseur, ces statuts d'envahisseur, il faudrait congoliser ou zarianiser à l'époque. Zarianiser, la révolution. Alors, il faut placer à la tête un fils du pays. C'est comme ça qu'on va aller chercher Kabila, parce que quand la rébellion commence en 96, ça il faut le savoir, mon cher ami, Kabila n'est pas là. Ce qui signifie, ce sont ceux qui l'ont amené qui ont une vision. Lui n'a pas une vision. Lui n'est en quelque sorte au départ comme une marionnette. C'est vrai qu'avec le temps, il s'est émancipé. C'est vrai qu'avec le temps, il y a eu un regain patriotique, comme une sorte de veille qui l'a poussé à s'émanciper, à se départir de ses anciens chefs. Mais il est difficile qu'il dise qu'il avait une vision dans les 7 mois de la marche de l'AFDEL. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et quand il arrive, d'où il est maintenant obligé de gérer la conjoncture. Et la conjoncture, c'est souvent le poison de la vision dans le leadership. Voilà pourquoi vos ennemis chercheront tout souvent à créer des situations conjoncturelles pour vous distraire afin de ne pas atteindre. C'est pourquoi afin de ne pas atteindre votre objectif, voilà. En fait. Et son fils, Joseph Kabila, arrive aussi dans une conjoncture. Il arrive aussi dans une conjoncture. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et il faut réunifier les pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui estiment qu'il a fait un bon travail
évoque principalement le fait d'avoir réunifié les pays qui étaient presque fragmentés. Okay? On avait presque 4 sous-États dans l'État congolais. Mais ça, la réunification du pays n'est pas la vision du pays. Parce que ici, je parle de la vision. Dans les domaines du leadership public, surtout de la gouvernance étatique, la vision, c'est la raison pour laquelle vous voulez exister en tant qu'État. C'est dire que pourquoi nous n'allons pas nous disperser? Pourquoi nous n'allons pas partir chacun dans son coin? Pourquoi nous n'allons pas créer des républiquettes au lieu d'avoir une seule république? La raison est celle-ci. Maintenant, comment parvenir à jouer ce rôle-là? Quels sont les moyens, les ressources, les atouts que nous disposons pour jouer ce rôle-là? Ce qui fait que lui aussi n'a pas très bien défini ce qu'était sa vision. L'une des choses pour lesquelles on va l'acclamer, c'est parce qu'il est le tout premier à organiser, entre guillemets, des élections libres et transparentes, entre guillemets, même si elles ont toujours été contestées. Mais néanmoins, il a organisé. Maintenant, il faut se poser une question. Est-ce que le fait d'organiser les élections font de vous un État démocratique? Parce que l'on dira aussi qu'il n'y a pas de démocratie sans élections, alors que toutes les élections ne sont pas démocratiques. Alors docteur Silas, il est difficile de vous arrêter, hein, vous êtes tellement éloquent, mais le président Tshisekedi arrive, lui, dans un contexte de passation pacifique, civilisée, oui, de pouvoir, et en ce qui concerne toujours la vision, comment vous le définissez ou comment vous le peignez? Vous savez, la difficulté que nous avons avec la plupart de nos leaders politiques, c'est quand ils entrent dans le cockpit, de l'avion, qu'ils veulent décider de la direction. Pas avant. Pas avant, malheureusement. Dans la gouvernance, dans le leadership de la gouvernance publique, comme dans le domaine aéronautique, dans le domaine de l'aviation, les pilotes ne viennent même pas à l'aéroport s'ils ne savent pas où est-ce qu'il va. Les plans que l'on met dans l'avion, c'est en fonction de la destination. L'équipage, c'est en fonction de la destination. La nourriture. La nourriture, c'est en fonction de la destination. Combien de fois on va servir les gens? C'est en fonction de la destination. Est-ce qu'il y aura des escales? Tout est déterminé en amont, voyez-vous, et non pas à l'état. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est lorsque on est au pouvoir qu'on décide, par exemple. Le fait que les chefs de l'État disent, par exemple, que je vais faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Mais c'est tellement élogieux, c'est tellement énorme, ambitieux. Mais laissez-moi vous dire, moi j'étais très content d'entendre ça, parce que pour une fois, j'ai entendu une phrase qui pourrait signifier quelque chose. Mais malheureusement, la seule évocation de l'Allemagne de l'Afrique, ça a été lorsque le président lui-même l'a prononcé. Plus d'une seule fois, j'ai entendu son équipe s'asseoir pour dire qu'est-ce que signifie Allemagne de l'Afrique. Pourquoi le président n'a pas parlé de la Suisse, de la France, ou même de la Belgique, où il a passé une bonne partie de son temps? Pourquoi il parle de l'Allemagne? Qu'est-ce que l'Allemagne a de particulier que nous voulons avoir ici au Congo pour parler? Parce que du point de vue géographique, il n'y a pas... Il n'y a pas de ressemblance, entre l'Allemagne et la RDC. C'est quoi le contenu de l'Allemagne? Voyez-vous comment c'est dissèque une vision? Donc on devrait maintenant commencer à dépiécer cette phrase, l'Allemagne de l'Afrique, du point de vue militaire, du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue infrastructurel. Posez même la question au chef de l'État, monsieur, pourquoi vous avez parlé de l'Allemagne, pas de la Belgique? Pourquoi pas des États-Unis? Pourquoi pas de la Corée du Sud? Ainsi, l'on va engager toutes les institutions de la République à travailler de manière à ce que mettre toute l'intelligentsia nationale, toutes les forces vives de la nation, à travailler dans le sens d'aboutir, si pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et même dans 30 ans, devenir l'Allemagne.
Et c'est rassurant aussi que ce ne soit pas une vision du président Félix Tshisekedi, pour que celui qui vient après lui ne dise pas non, moi je vais le Mali je vais la Corée de l'Afrique. Donc c'est rassurer que ce que nous commençons maintenant est une vision pérenne. Est une vision pérenne, merci. Alors un mot sur le management et on va aborder d'autres aspects de votre vie. Le manager est un gestionnaire. Le manager a un cahier de charges qu'il doit observer, qu'il doit respecter. Le manager a l'obligation de résultats. Et ces résultats sont déjà entendus, ce qu'on attend de lui. Le manager travaille dans un contexte contractuel. On vous a engagé pour faire ça. Ce qui fait qu'il a un désavantage par rapport au leader. C'est que le leader, lui, a la latitude d'innover. Il a la latitude de créer, de sortir du sentier battu pour créer une voie même en plein milieu du désert ou de l'océan. Et les managers, lorsque je compare les managers aux leaders, je dis souvent que la plupart des bons managers souffrent d'un déficit en leadership. Et les bons leaders sont des piètres managers. Je donnerai un seul exemple. Voyez quelqu'un comme Kwame Nkrumah, un grand leader panafricain. Lorsque le Ghana obtient son indépendance en 1957, en 1958, il organise la conférence d'Accra. Conférence à laquelle va participer Patrice Emery Lumumba avec les Émile Dubois et consorts. Il a fait venir toute l'intelligentsia noire, même des États-Unis, ceux qui étaient en France pour réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Et tout le monde voulait avoir un Kwame Nkrumah chez soi. Mais une fois que le Ghana accède à l'indépendance et que Kwame Nkrumah devient président de la République du Ghana, vous serez étonné de voir comment est-ce que, par quelle voie est-il sorti? Par la petite porte. Par la petite porte. Voyez-vous? Même avec Julius Nyerere. Le Mwalim. Le Mwalim. Bon nombre de managers n'ont pas été de bons leaders. Hitler a été un très bon manager. Oh! Il n'y a pas un contemporain d'Hitler qui a été aussi fort dans la détection de l'intelligence comme Hitler. Hitler rassemblait à lui seul le meilleur cerveau européen. Ce n'est pas pour rien que lors du procès de Nuremberg, qui s'est changé en un spectacle de débauchage des savants et des savants allemands pour les amener vers la Russie, vers la France, vers les États-Unis. Mais le comble, c'est que Hitler était un très mauvais leader parce que le leader, c'est celui qui pose la question, qui remet en cause la décision qu'il veut prendre aujourd'hui pour savoir quelle serait l'incidence de cette décision dans les jours à venir. Hitler ne pourrait pas se rendre compte qu'aujourd'hui, même le prénom Hitler serait banni. Voilà. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, sachez que Grand Témoin reçoit Dr Silas Makangu. Il dirige International Leadership Institute. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale. Il est docteur en géopolitique, relations internationales. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont Bâtisseur des nations. Il enseigne à l'école de guerre des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est homme d'église également, en français facile, pasteur. Alors, docteur Silas Makangu, docteur en géopolitique, relations internationales, oui. Aujourd'hui, avec la situation que connaît la RDC, les questions de stratégie, de géopolitique, de relations internationales nous frappent presque à la figure. Hein. Est-ce que la situation géopolitique de la RDC constitue aujourd'hui sa faiblesse ou sa force? Elle est censée constituer sa force. Mais un manque de prise en compte fait à ce que cette situation géostratégique devienne une faiblesse. Parce qu'un atout qu'on n'a pas capitalisé devient un poids pour soi. C'est comme un enfant qu'on aime. Lorsque il est malade et qu'il ne sait pas marcher, il devient un poids dans vos bras. La seule façon pour vous de continuer à le porter, c'est de garder l'amour que vous avez pour lui. Un poids parce que
nous-mêmes, nous n'avons jamais développé une intelligence qui soit compatible à notre géopolitique. Qui soit à la hauteur de notre Qui soit à la hauteur de notre géographie. Yves Lacoste disait que la géographie, c'est pour faire la guerre. La géographie sert à la guerre. Nous avons 9 voisins. 9 voisins dont chacun représente une menace. Dans quel sens? Parce que la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui dans la partie orientale de la République, c'est l'exportation d'une crise qui n'a pas été résolue au Rwanda. Et cette crise est exportée chez nous. Ça fait 31 ans que cette crise continue à décimer, à détruire l'économie, l'environnement de la République démocratique du Congo, et même voir des atrocités continuer à être commises parce qu'une crise est venue de l'extérieur. Ce qui suppose, cela devait nous amener à comprendre que si nous souffrons aujourd'hui avec le Rwanda, à cause d'une crise qu'ils ont exportée, demain une crise peut aussi venir de l'Angola, une autre crise peut venir aussi de la Tanzanie. Ce qui fait que nous avons l'obligation vocationnelle d'être un État fort. Pas parce que nous avons les moyens, mais parce que nous voulons survivre. Car en géopolitique, les États font face à un double défi. Premier défi, c'est la survie. Deuxième défi, c'est la puissance. On ne peut pas survivre si on n'est pas un État puissant. Donc, cette situation qui devrait être un atout, qui nous donne la possibilité de rejoindre les propos de Franck Fanon, qui décrivait l'Afrique comme étant un revolver dont la gâchette serait le Congo. Malheureusement, nous continuons à nous détacher et même à nous éloigner de cette phrase de Franck Fanon qui voulait à ce que nous puissions jouer, qui veut à ce que nous puissions jouer le rôle de l'État moteur, le rôle de l'État leader, le rôle de cet État hégémonique. Hégémonique dans le sens où nous exerçons l'hégémos, où nous imposons notre volonté pour la stabilité dans la région. Et nous avons reçu du bon Dieu tout ce qu'il faut pour être puissant. Mais malheureusement, le Congo, depuis son accession à l'indépendance, continue à refuser la puissance. Or, notre survie ne réside que dans la puissance et non pas dans l'impuissance. Alors, à ce jour, il y a les négociations de Doha, Washington, il y a l'Union africaine qui s'implique, la France, les États-Unis, ainsi de suite. Et pour vous, aujourd'hui, en tant qu'expert en relations internationales, géopolitique, géostratégie, c'est quoi la solution aujourd'hui et maintenant? Non, il n'y aura pas une solution aujourd'hui et maintenant. Il y aura une solution pour aujourd'hui, il y aura une solution pour demain, mais il y aura aussi une solution pour le long terme. Parce qu'on ne va pas, par un coup de bâton magique, prétendre mettre fin à cette crise de manière absolue en une journée ou à l'issue d'un sommet. N'oubliez pas... Ou en appuyant sur un bouton. En appuyant sur un bouton. N'oubliez pas que le M23, avec qui nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, n'est pas le seul groupe armé qui existe sur le territoire national. Nous en avons aujourd'hui plus de 214, s'il vous plaît. Et c'est d'ailleurs là même encore l'absence d'une intelligence stratégique que l'on déplore malheureusement dans le chef de l'homme politique congolais, qui voudrait guérir la fièvre sans chercher à connaître quel est l'élément causal de cette fièvre, quelle est cette infection qui cause la fièvre. Parce que le M23 n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le M23 aujourd'hui, c'est la partie émergée de l'iceberg. Nous avons des groupes armés, des groupes d'autodéfense de tout genre et dans presque plusieurs coins de la République, même ici au niveau de l'Ouest. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, d'abord, c'est de mettre en place une politique qui soit orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire par une diplomatie, mais aussi comprendre que jusque-là, notre diplomatie n'a pas donné le fruit escompté parce que nous avons envoyé les diplomates seuls. Or, la force du diplomate ne réside pas dans l'encre de son stylo, mais réside aussi dans la qualité de l'épée que tient le soldat. Parce que et les diplomates et les soldats ne font qu'un seul binôme. Ce sont deux faces d'une même pièce.
Malheureusement, nous ne pouvons pas résoudre cette crise aujourd'hui avec la diplomatie aussi longtemps que notre armée continuera à être dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc il faut faire d'une pierre deux coups, tout en prenant en main notre patience, tout en acceptant d'aller step by step pour mettre fin à une crise qui a duré plus longtemps. Voyez-vous, qui a duré plus longtemps. Alors que nous sommes en train de déployer les efforts sur le front diplomatique, on devrait aussi voir des efforts être déployés dans la construction d'une armée républicaine, professionnelle, dissuasive, et nationale et moderne. Parce que 9 voisins signifie 9 partenaires, mais aussi 9 potentiels adversaires. 9 menaces. 9 menaces. 2 345 000 km², c'est aussi vaste qu'il nous faut une armée qui soit capable de sécuriser les frontières, mais aussi de sécuriser les personnes et leurs biens vivant sur ce territoire national. Il n'y a pas une formule magique. C'est de commencer par le commencement. C'est quoi le commencement? On ne peut pas avoir une armée sans un État. On ne peut pas avoir une diplomatie si celle-ci ne se bat pas pour le compte de l'État. Il faudrait qu'on arrive au niveau où nous sommes capables de dissocier le régime de l'État. Parce que malheureusement, le Congo, le Congolais, même l'universitaire, ce qui est fort malheureux, confond le militantisme au patriotisme. C'est quoi la différence? C'est que les militants se battent soit pour les régimes ou contre les régimes en place. Alors que le patriotisme, c'est cet attachement affectif que l'on a pour sa patrie, peu importe qui a la tête, même si c'était le diable ou c'était un ange. Que ce soit un ange ou le diable, notre attachement va dans la direction de la patrie et non pas dans la direction des animateurs. Pourquoi? Parce que les animateurs ont des mandatures limitées, alors que la patrie doit vivre plus longtemps que vous et moi. La patrie, c'est ce que nous devons léguer à nos enfants. Il faut d'abord commencer par reconstruire l'État. Donner à l'État des institutions fortes, plus fortes que ses animateurs. Donner à l'État ses lettres de noblesse. Que l'État redevienne État en République démocratique du Congo. Ma thèse, je l'ai fondée sur le vannissement de l'État congolais. Un État que l'on doit à tout prix assister. Un État incapable de résoudre ses propres problèmes, mais qui est prompt à sortir pour chercher des solutions. Et pourtant, il a les moyens. Pourquoi? Parce que cet État ne tient pas compte des menaces qu'il y a devant lui, menaces qui peuvent emporter pas seulement une partie de son territoire, mais aussi son existence en tant qu'État. Alors cet état évanoui, cet état sous perfusion, transfusion, plusieurs autres Congolais pensent qu'il faut un dialogue en ce moment parmi les solutions. Pour aujourd'hui, il y en a d'autres pour demain, d'autres pour l'avenir à long terme, vous l'avez dit. Et il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, il faut un dialogue qui traite d'abord en interne cette question. Brièvement, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Brièvement, j'ai suivi, il y a un groupe de compatriotes qui militent contre les dialogues. Je les ai suivis. Ils sont pertinents. Pourquoi ils sont contre les dialogues? Ils ne veulent pas d'un dialogue qui va aboutir au partage de postes. Du gâteau, comme ils aiment à le dire. Parce que si on va au dialogue, généralement, on ne traite pas les vrais problèmes. On se limite au massage. Et puis on décide qui va prendre quel poste. Mais les dialogues dont on a besoin, c'est le dialogue qui nous permet de nous redéfinir en tant qu'État, qui nous donne le moyen de construire l'État-nation, qui nous dicte le rôle que nous voulons jouer dans l'échiquier international. Et ce dialogue-là n'a pas besoin d'aboutir au partage de postes. Mais il ne faudrait pas aussi que ceux-là qui dirigent et qui refusent le dialogue, le refusent aussi pour les mêmes intentions que ceux qui les demandent. Pourquoi on refuserait? Parce qu'on aura plus de bouche à nourrir alors que les gâteaux
est très petit. Donc, et ceux qui sont contre et ceux qui sont pour risquent de dire une même chose. Mais je m'aligne, je joins ma voix à ce groupe de compatriotes qui pensent qu'on ne veut pas d'un dialogue politicien. Il faut un dialogue qui traite les véritables problèmes. Franc et sincère. Franc et sincère. Un dialogue qui va au-delà des données politiciens. Un dialogue qui tienne compte des enjeux stratégiques de l'État. Et ce dialogue-là n'a pas seulement besoin de la participation de la classe politique. Cette fois-ci, il faudrait aussi donner la voix aux savants congolais. On l'a trop clochardisé. On l'a trop embénisé, comme on dit à Kinshasa. On l'a muselé pour en faire une caisse de résonance. Ainsi, le professeur dit ce qui plaira aux politiques. On l'a affamé à dessein. On l'a affamé à dessein. Il est devenu la talakou de son ancien étudiant. Il est devenu le porte-voix des hommes moyens. Et pour ça, nous ne donnons pas suffisamment de la chance à la République pour pouvoir briller de par sa vocation. Parce que, donnez-moi quelques secondes, Je vous en prie. le Congo est en train de lutter avec de fausses batailles ou de mauvaises batailles. Les batailles avec le Rwanda. Ce sont des batailles qui nous distraient, chers amis. Les véritables batailles, s'il y a des États contre qui nous devons nous battre et compétir, ça ne devait pas être le Rwanda. Parce que dans cette bataille du Congo et le Rwanda, c'est la bataille de David et Goliath. Et vous savez, dans la bataille de David et Goliath, la compassion va vers David. Les chances vont vers David. C'est David qui s'agrandit et Goliath se démystifie. Le véritable compétiteur de la RDC devait être l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie et le Maroc. Ainsi, le Rwanda devient comme cette fièvre qui nous empêche de ne pas descendre sur les rings pour nous battre pour un véritable championnat. Vocationnellement parlant, nous ne sommes pas appelés à être l'ennemi ou l'adversaire du Rwanda. Nous sommes appelés à être partenaires avec le Rwanda parce que nous sommes voisins. Mais pour que ces partenariats existent, il faudrait que le Rwanda voie en nous des dispositifs dissuasifs qui l'empêchent de nous déranger, de peur que notre force, notre réaction soit nocive pour elle. Le véritable enjeu, c'est que les Congolais, la République démocratique du Congo, commence à compétir avec le Nigeria sur le plan économique, avec l'Afrique du Sud sur le plan militaire, avec l'Éthiopie et le Maroc sur le plan des infrastructures, ainsi de suite. Nous devons sortir de ces fausses batailles pour aller vers ce que j'appelle les batailles vocationnelles. Nous avons la vocation d'être un État fort et puissant. Mais il nous faut d'abord devenir un État fort, un État stratège, avant d'être un État démocrate, de droit. Prenons une autre casquette qui vous concerne. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Bâtisseur des Nations. Et il y a 2 autres ouvrages qui vont arriver et il y a un vernissage en vue. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Nous aurons le privilège, par la grâce de Dieu, ce 5 novembre, au Salon Congo de Pullman. Nous allons procéder au vernissage de 2 ouvrages. Le premier ouvrage est intitulé « Le chef ». Le chef. C'est vrai que le titre est à la fois évocateur, provocateur. Provocateur, surtout. Voilà. Pourquoi les chefs? Parce que nous avons de bons messieurs à la tête de nos familles, à la tête de nos entreprises, bien motivés, bien intentionnés, mais l'on se plaint, il est mal entouré, il n'est pas bien entouré. Les chefs, pourquoi? Parce que le fait pour vous d'être chef, vous êtes la tête du corps. Et en tant que tel, vos décisions ont une incidence sur la survie, même de la structure que vous dirigez, que ce soit une église, que ce soit une entreprise, et même un État. Et le sous-titre, c'est les fondamentaux d'un leadership stratégique. C'est-à-dire le leadership qui ne répond pas qu'aux conjonctures, mais le leadership dont l'impact s'étend aussi dans le long terme. Vous avez vu, lorsque le maréchal Mobutu sort, lorsque le président Nelson Mandela, qui était très ami au maréchal Mobutu, sort de sa prison,
Mobutu est parmi les gens que Mandela a consulté pour dire, maintenant que je deviens chef d'État de l'Afrique du Sud, qu'est-ce que tu me proposes? Mobutu lui dira ceci: bats-toi pour que les Blancs sud-africains ne quittent pas l'Afrique du Sud. Mobutu dira à Mandela, parce que l'une des grosses erreurs que j'ai commises en tant que chef d'État, c'est la zarianisation. Et pourtant, cette zarianisation, lorsqu'elle a été prise comme solution enfin de tenir face à l'inflation internationale avec la crise du pétrole, a été considérée comme étant la meilleure des solutions. Donc la solution d'hier est devenue poison le simple d'aujourd'hui. éternel problème pour demain. C'est ça le leadership stratégique. Un leader doit être capable d'avoir de bons conseillers autour de soi, mais de ne pas devenir l'instrument, la marionnette de ses conseillers. Alors ne videz pas encore le contenu du livre, sinon on ne va pas l'acheter. Le deuxième Le livre, deuxième. c'est lui-là, je l'écris comme une réponse à un mal congolais. C'est quoi le mal? C'est que depuis notre accession à notre indépendance, le Congo n'a jamais défini ce qu'était sa politique étrangère. Il est intitulé RD Congo, entre impuissance et déni de puissance, pour une politique étrangère de l'intelligence. Dans ce livre, je suis en train de faire voir la nécessité pour nous de sortir de cette diplomatie conjoncturelle pour s'aligner dans une diplomatie qui poursuit des objectifs préalablement définis. On peut juste adapter parce que le monde international est un monde dynamique, mais néanmoins, nous savons savoir où nous allons, qui sont nos partenaires et quelles sont les lignes rouges que nous n'allons jamais dépasser. Quel rôle voulons-nous jouer au niveau continental, mais aussi sur le plan international. Et donc, c'est 5 novembre, au Grand Hôtel Pullman de Kinshasa, au Salon Congo, nous allons procéder au vernissage de ces 2 ouvrages qui seront le 11e et le 12e ouvrage que j'aurai le privilège par la grâce du Tout-Puissant de mettre par écrit. Alors parmi ces ouvrages, on a cité Bâtisseurs des Nations, et là, de quoi s'agit-il? Bâtisseurs des Nations, c'est un ensemble de recettes que nous avons proposées pour guérir les maladies dont souffrent, je dirais la maladie dont souffrent la plupart des États africains. C'est l'émergence d'un leadership collectif. Par exemple, j'ai dit au premier chapitre du livre Bâtisseurs des Nations que nous devons d'abord commencer par combattre le tribalisme. Et le premier chapitre est intitulé comme ceci, du tribalisme au patriotisme. Ce pays ne va jamais se développer si nous continuons à garder la confusion qu'il y a entre la tribalité et le tribalisme. Le tribalisme, c'est l'antithèse du patriotisme. On ne demande pas aux gens d'être patriotes ou patriotiques lorsque le tribalisme devient le mode de gouvernance ou encore le mode de sélection pour les opportunités. Deuxième chapitre du livre Bâtisseurs des Nations, je parle de notre école, notre futur, notre avenir. Je suis en train d'expliquer dans ce livre Bâtisseurs des Nations, j'ai même eu le privilège par la grâce de Dieu, de remettre un exemplaire au président Félix en disant, cher chef de Monsieur le Président, c'est ma contribution en tant que citoyen. Tout le monde n'ira pas au Parlement, tout le monde ne va pas aller porter la tenue militaire pour aller au front, mais il y a aussi des gens qui sont dans les fronts intellectuels. Et voilà donc, il y a un chapitre où je parle de notre école, notre avenir, parce que je crois que notre école est en inadéquation avec les enjeux, nos défis, mais aussi avec le rôle que nous voudrions jouer. Il faudrait tropicaliser cette école parce que nous l'avons laissée dans le format colonialiste. Or, le colon ne voulait pas former un savant, il voulait plutôt former de la main-d'œuvre. Une main-d'œuvre obéissante et soumise. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des universitaires qui terminent l'école et qui font 4 ans, 5 ans dans le chômage parce qu'ils attendent d'être embauchés. Or, maintenant, nous devons introduire l'aspect ou la culture entrepreneuriale dans notre système éducatif. Autre chose que j'évoque ici, c'est que tous les grands États les États qui se sont développés depuis l'Antiquité jusqu'à la Chine et même le Brésil, ici derrière nous, c'est que ce sont des États dont l'enseignement ont shifté des lettres vers l'ingénierie. Malheureusement, nous sommes un pays de politologues comme moi, des internationalistes, des juristes, des médecins, pas d'ingénieurs. Or,
l'espace que nous occupons est trop vaste. Il nous faut de l'ingénierie. Parce que c'est dans un pays ingénieux qu'on peut aussi avoir une armée qui sait s'auto-suffire et s'auto-armer. Un autre chapitre dans ce livre-là, je parle de lutter contre les démons de la corruption. J'ai dit démons de la corruption pour faire voir qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas de développement dans la corruption. Et la corruption devient difficile à combattre lorsque les auteurs de la corruption sont nos amis, nos frères, nos épouses, nos amis, nos enfants. On devient impuissant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ceux qui sont à la tête des institutions acceptent de mourir impopulaires pourvu que leur nom entre dans les panthéons des grands hommes. Donc nous vous recommandons tous ces ouvrages, chers auditeurs et internautes qui nous suivez en ce moment. Dr Silas Makangu est aussi homme d'église, il est pasteur. Il y a tellement de choses à dire sur ce chapitre, mais notre émission est en train de toucher à sa fin. L'église, l'opium du peuple. Beaucoup de gens le disent, surtout en ce qui concerne la RDC. Vous, les pasteurs, les évêques, les apôtres, les bishops, vous n'êtes là que pour de l'argent. Vous endormez le peuple du matin au soir. C'est des bruits, mais dans le développement, on ne sent rien du côté de l'Église. Je suis pasteur, fils de pasteur même. Je suis ce qu'on appelle en anglais un boys church, c'est-à-dire que j'ai commencé à fréquenter l'église dès mon bas âge. Je ne suis pas très fier de ce que nous, église au Congo, sommes en train d'apporter comme message. Parce que la situation même du pays nous rattrape, nous accuse pour dire que si la nourriture que nous avions apportée était excellente, nous ne serons pas en train de vivre ce que nous sommes en train de subir. Mais je refuse aussi de mettre tout sur le dos de l'Église parce que ce n'est pas à l'Église d'éduquer la population. C'est à l'État d'éduquer la population. L'État n'existe pas par l'autorisation de l'Église, mais c'est l'État qui permet à l'Église d'exercer sur son territoire. Ce qui suppose, si l'on pense que les chrétiens sont endormis, les Congolais sont endormis. Si les chrétiens sont endormis, c'est aussi en grande partie parce que le Congolais est endormi. Mais l'Église, maintenant, en tant que celle de la terre et lumière du monde, doit jouer sa partition, doit faire la différence. Et pour ça, je profiterai de votre micro pour lancer l'appel à ces éminents hommes de Dieu, évêques, archevêques, pasteurs, bishops. Surtout des églises dites des réveils. Surtout les églises dites des réveils, j'en fais partie. Mais écoutez, je peux vous rassurer que c'est malice de tout le temps. Ce qui fait que je suis compris par les uns et mal compris par les autres. C'est d'ailleurs ce qui nous a même amené à mettre en place une structure pastorale leadership conference. Une structure pastorale établie à travers le pays tout entier, où par des retraites, non pas seulement des prières, mais des formations. Nous nous réarmons et nous nous équipons, nous en tant que pasteurs, pour jouer notre rôle en tant que religieux. Qu'est-ce que nous donnons aux fidèles comme nourriture? Sommes-nous fiers de ce que les membres de nos églises vivent au quotidien? Quelle est notre contribution au développement de la nation? Certes, nous n'avons pas les mêmes moyens que les églises traditionnelles, parce que là aussi, il faudrait les dire. Mais cela ne nous empêche pas, avec le peu de moyens que nous disposons, qui est d'abord la parole de Dieu, notre premier moyen, d'ailleurs moyen principal, qui est la parole de Dieu, qu'est-ce que nous annonçons et qu'est-ce que nous prêchons. Mais je ne perds pas foi. Je suis en train de croire que Dieu, de plus en plus, va susciter une nouvelle race de pasteurs. Une nouvelle race de pasteurs, sans jeter de l'opprobre sur ceux qui font le travail des pasteurs aujourd'hui, parce qu'ils le font aussi dans des conditions très difficiles. Tous ne courent pas derrière l'argent, tous ne sont pas célèbres, tous ne sont pas en train de manipuler les pauvres chrétiens, tous ne sont pas en train de se jouer de la vie des gens. Il y a quand même de ceux-là qui se distinguent. Mais malheureusement, nos projecteurs et nos caméras sont plus braqués sur les pasteurs réputés et qui ont une certaine renommée, malheureusement. Et ceux-là ne représentent même pas les 3% du corps pastoral à Kinshasa, même au Congo. Docteur Silas Makangu est marié et père de famille.
quel type d'enfant étiez-vous? Ça dit beaucoup, ce sourire. Ça dit beaucoup. J'y pensais il y a 2 jours bizarrement. J'étais en train d'expliquer à mes collaborateurs que j'ai grandi très timide. J'étais un garçon timide. Et une fois, je suis allé en congé à ma campagne chez des cousins. Et on m'a ramené chez nous à la maison 3 jours après parce que tout le monde s'est plaint. La qualité des dégâts était très élevée. Non, je ne disais rien. C'est-à-dire, quand je suis devant la télé, je reste devant la télé. Même quand je faim, je ne sais pas aller demander à manger ou je ne sais pas demander ma tasse de thé parce que j'étais tellement timide. Alors mes cousines me ramènent à la maison et disent non, c'est pas possible. Et ce jour-là, j'ai jamais oublié. Je vis ma mère se morfondre, ma mère devenir triste à cause de ce qu'on lui a dit. Alors, qu'est-ce que je fais pour cacher ma timidité? Je suis devenu un dérangeur, un animateur. Et la première fois que j'ai entendu une dame dire « Moi, nous avons mon boulot hein. », pour moi, c'était un compliment. Un compliment. Pour moi, c'était la meilleure des phrases que je n'avais jamais entendues. L'objectif était atteint. L'objectif était atteint. Ce qui a fait que, même pour étudier, je devais partir d'une école à une autre. Alors, et c'est quand on m'approchait qu'on disait « Mais les dérangeants en question, il est timide. » Donc voilà un peu ce qu'a été mon enfance. J'ai beaucoup aimé jouer. J'étais le type d'enfant qui avait autour de lui toute une ribambelle d'amis. Hein. Quelques noms qui vous reviennent comme ça à l'esprit? Voilà, je vais dire Guijou Mayela, Babilou Tété, qui est pasteur aujourd'hui. Guijou est aux États-Unis. Je dirais Dieu Mayoulou, avec qui on joue au football. Qui est encore... Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Qu'il vous excuse ceux que vous n'aurez pas cités ou oubliés par mégarde. Voilà, non, en tout cas. Donc j'étais un peu ça, mais très intelligent. Très intelligent. Bon, plutôt intelligent. Par modestie. C'est-à-dire par modestie. Quand je voulais être sérieux, je pouvais être premier de la classe. Et même à un moment donné, je me rappelle, une fois je suis premier de la classe à la première période, j'obtiens 79%. Malheureusement, le deuxième de la classe n'obtient que 58%. Alors j'ai dit, l'écart est énorme, pourquoi me battre? Je vais être premier de la classe, mais je vais doser. Donc je ne veux plus étudier je ne veux plus m'appliquer. Et je me suis retrouvé à la fin de l'année premier de la classe avec 57%. Malheureusement. Donc je voulais bien m'adapter à la prouesse des autres, et ce qui fait que ça n'a pas été toujours facile. Je suis parti d'une école à une autre. Citez quelques noms d'écoles que vous avez fréquentées, par exemple. J'ai commencé mon école primaire ici au collège Saint-Georges. À l'époque, on appelait ça Bondeko. Je me rappelle la première fois que je suis allé à l'école, ma mère devait faire semblant d'attendre à la fenêtre parce que je pleurais, je ne voulais pas. Et j'allais à l'école en pleurant. Et je devais vérifier si elle est encore là, parce que j'avais peur du maître. Donc ça n'a pas été facile. Je commençais à jouer au foot très jeune. J'étais un bon. Je commençais en 3e division et j'ai rêvé jouer au foot. J'ai rêvé être footballeur. Mon père lui-même a joué au football. J'ai 2 de mes oncles qui ont fait une carrière, l'un au V-Club, l'autre au DSMP, au Abilima, S-Dragon. Et je me disais, moi aussi, je jouerai au foot. Et d'ailleurs, quand je commençais à avoir l'impression que je risquerais de finir ma vie comme pasteur, je me donnais à fond dans le football pour échapper à l'appel pastoral. Et mon père ne m'a pas encouragé, mes parents ne m'ont pas encouragé parce qu'ils craignaient que je touche aux fétiches. Et les fétiches dans le foot, je l'ai quand même vécu. Je vis des amis qui ont touché aux fétiches. Je vis des matchs dont l'issue était inexplicable. Mystico, fétichico, magico, sorcellerique. Donc, les tout, on a vécu ça. Et finalement, j'obtiens mon diplôme d'État. Je vais à l'UNIKIN en 98 pour commencer les relations internationales. Et là, j'avais déjà commencé à servir Dieu. J'ai arrêté le foot parce que les parents ne m'ont pas encouragé. Bon, j'ai décidé d'étudier.
J'ai fait les relations internationales, l'AFDEL qui arrive. Il y a eu des moments où on avait fermé l'UNIKIN pendant, je crois, 2 ou 3 mois. Et je n'ai plus repris. Et dans l'entretemps, je suis allé faire la théologie. J'ai fait la théologie à l'Institut biblique de Kinshasa. J'ai été retenu comme un des enseignants. Il m'arrivait d'être le plus jeune de toute la salle. Et pourtant, c'était moi, l'enseignant. Des années après, Dieu m'a convaincu par le prophète Léopold Mbadou, que je salue en passant, que je devais reprendre mes études universitaires. J'ai repris mes études à l'UPEN en G1. G2, je me suis marié. Voilà, jusqu'à ma thèse, à la soutenance de ma thèse. Alors, en termes de musique, si vous était demandé de proposer une musique, ce serait laquelle? Je suis resté fan de la musique rumba chrétienne. C'est comme ça, par exemple, le frère David Izé. Moïse Matuta. Très bien. D'ailleurs, lui-même, Moïse le sait. Quand il me rencontre, il dit, Pasteur, il y a des nouveautés qui arrivent. Alors, ma femme, quand elle m'attend aimer ce genre de musique, elle dit, toi, je doute fort de ta conversion. Et donc, Dr Silas Makangu, nous avons terminé notre émission. Un message à tous ces millions de Congolais qui vous suivent à travers tout le pays et à travers le monde, surtout aux jeunes. Surtout aux jeunes, vous avez un devoir envers vos familles respectives. Soyez le meilleur fils, la meilleure fille que la famille puisse avoir. Honorez vos parents, vivants soient-ils ou morts. Honorez leur nom. Travaillez pour le bénéfice de votre famille. Ne laissez personne vous faire croire que la famille n'a pas de sens, la famille n'a plus d'importance. L'Église est une famille spirituelle, mais ne remplace pas la famille biologique. Deuxième chose, travaillez pour rendre votre nation fière de vous. Ne pensez pas ce que vous recevrez du Congo. Je paraphraserai ce que John Fitzgerald Kennedy a dit lors de sa prestation de serment en janvier 1960. Don't ask, ne demande pas ce que les États-Unis feront pour toi, mais pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu feras pour les États-Unis? Qu'est-ce que vous faites pour le Congo? Qu'est-ce que vous avez inventé pour le Congo? Les Congolais qui vivront en 2050, en quoi est-ce qu'ils penseront en vous? Qu'est-ce que vous laisserez comme héritage, jeune homme? Vous n'avez pas besoin de 40 ans, 50 ans pour penser à ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Lumumba est mort à 35 ans, et pourtant à 35 ans, il a laissé cet héritage à fleur d'âge. Kabila est devenu président à 29 ans. Jésus est mort à 33 ans. Donc, Mobutu est devenu président à 35 ans. 35 ans, ce n'est plus l'âge, ce n'est pas seulement les boîtes de nuit, ce n'est pas seulement s'habiller en basket, en cercle. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Et trouvez-les, faites-les. Et surtout, sachez-les aussi que votre vie ne se vit pas dans un brouillon. On ne vit qu'une seule fois. Alors il faut bien vivre. Et bien l'écrire. Bien l'écrire. Docteur Silas Makangu, merci d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin. Je suis très ravi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, Alain Irung, à la technique, Patrick Kiasongwa. Vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que bien d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.